Le Venezuela était l'un des pays les plus riches d'Amérique latine. Un pays de pétrole, de stabilité apparente et de promesses. Pourtant, en l'espace de 30 ans, il est devenu le symbole d'une crise profonde, économique, politique et sociale. Comment un État riche en ressources a-t-il pu s'effondrer de cette manière? Était-ce inévitable? Ou le résultat de décisions précises, prises à des moments clés? De la fin du système politique traditionnel à l'arrivée de Hugo Chavez, du boom pétrolier à l'effondrement économique, de la contestation populaire à l'exode massif, cette histoire n'est pas celle d'un seul homme. C'est celle d'un pays entier pris dans 30 années de bascule. Voici l'histoire du Venezuela. Entre 1996 et 1998, le Venezuela arrive à la fin d'un cycle politique et économique. Un cycle vieux de plusieurs décennies, fondé sur la rente pétrolière, la stabilité institutionnelle apparente et le partage du pouvoir entre partis traditionnels. Mais derrière cette façade, le pays est déjà profondément fragilisé. Au milieu des années 1990, le Venezuela sort d'une crise bancaire majeure, survenue entre 1994 et 1995. Des dizaines d'établissements financiers s'effondrent ou sont nationalisés. L'État dépense des sommes considérables pour éviter un effondrement total du système, laissant derrière lui une dette intérieure lourde et une confiance durablement brisée. En décembre 1995, la monnaie est fortement dévaluée. L'inflation dépasse les 50% sur un an. Les réserves internationales sont sous pression. Face à cette situation, le président Rafael Caldera opère un virage décisif. En avril 1996, le gouvernement annonce un plan d'ajustement économique baptisé Agenda Venezuela. Ce programme marque le retour du pays sous la tutelle financière du Fonds monétaire international. Les mesures sont rapides et brutales. Les contrôles de change sont levés, de nombreux contrôles de prix sont supprimés. Les tarifs des services publics augmentent. Le prix de l'essence, historiquement très bas au Venezuela, est relevé. L'objectif officiel est clair: stabiliser l'économie, freiner l'inflation, restaurer la confiance des investisseurs. Mais pour une grande partie de la population, le résultat est tout autre. Le coût de la vie augmente, le sentiment d'injustice sociale s'aggrave. Et surtout, l'idée s'impose que les sacrifices sont toujours demandés aux mêmes. En juillet 1996, le FMI approuve officiellement un accord de soutien financier. Le pays est désormais engagé dans une trajectoire de stabilisation, mais politiquement explosive. En 1997, la crise économique reste dans toutes les mémoires. La crise bancaire, l'austérité, les scandales passés et l'impeachment d'un ancien président ont profondément délégitimé les partis traditionnels. C'est dans ce contexte qu'émerge une nouvelle offre politique. En juillet 1997, Hugo Chavez fonde le Movimiento Quinta República, le mouvement pour la 5e République. Pour la première fois, l'ancien officier putschiste de 1992 transforme sa notoriété en véritable machine électorale. Son message est simple: le système est corrompu, les élites ont échoué, le pays doit être refondé. Il promet une assemblée constituante, une nouvelle constitution et la fin du Venezuela d'avant. En 1998, la situation se détériore encore. Les prix du pétrole chutent fortement sur les marchés internationaux. Pour un pays dont l'État dépend presque entièrement des revenus pétroliers, c'est un choc budgétaire majeur. Les marges de manœuvre disparaissent. L'impression d'impasse devient générale. Le 6 décembre 1998, les Vénézuéliens se rendent aux urnes. Hugo Chavez remporte l'élection présidentielle avec plus de 56% des voix. Les partis traditionnels sont balayés. Ce vote marque la fin définitive de l'ancien système politique et ouvre la voie à une transformation profonde de l'État vénézuélien. En février 1999, Hugo Chavez entre officiellement en fonction comme président du Venezuela. Il n'arrive pas pour gouverner dans le cadre existant, il arrive pour le transformer. Dès le début de son mandat, il annonce que sa priorité absolue est la refondation institutionnelle du pays. Selon lui, les institutions héritées du passé sont illégitimes, corrompues et incapables de représenter le peuple. Quelques semaines seulement après son investiture, il convoque un référendum national. La question est simple: les Vénézuéliens veulent-ils élire une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution? La réponse est massive. Plus de 80% des votants approuvent le projet. C'est un signal clair. Le pays accepte de rompre avec l'ordre institutionnel précédent. En juillet 1999, les élections pour l'Assemblée constituante ont lieu. Les partisans de Chavez remportent l'écrasante majorité des sièges. L'opposition est marginalisée dans le processus.
Très rapidement, l'Assemblée constituante ne se limite pas à rédiger un texte constitutionnel. Elle s'impose comme pouvoir suprême au-dessus des institutions existantes. Le Congrès est mis à l'écart, la Cour suprême est réorganisée, les équilibres institutionnels traditionnels disparaissent. En décembre 1999, la nouvelle constitution est soumise à référendum. Elle est approuvée par le peuple, le Venezuela change officiellement de nom, il devient la République bolivarienne du Venezuela. La Constitution renforce considérablement le pouvoir exécutif, le mandat présidentiel passe à 6 ans, la réélection devient possible, de nouveaux pouvoirs sont accordés au chef de l'État, notamment par voie référendaire. En 2000, toutes les institutions sont de nouveau soumises au vote, dans ce que le pouvoir appelle une relégitimation générale. Hugo Chavez est réélu président. Son contrôle sur les institutions est désormais complet et légalement encadré par la nouvelle constitution. Mais à partir de 2001, une nouvelle phase commence. En novembre 2001, le président fait adopter par décret une série de 49 lois. Elles concernent la terre, les hydrocarbures, la pêche et l'organisation économique du pays. Ces lois renforcent le rôle de l'État. Elles limitent le pouvoir du secteur privé et elles modifient profondément les règles du jeu économique. Pour les partisans de Chavez, il s'agit d'un acte de justice sociale. Pour ses opposants, c'est une dérive autoritaire. La société vénézuélienne commence à se polariser fortement. Les syndicats, le patronat, une partie des médias et des classes moyennes entrent en confrontation ouverte avec le pouvoir. La confiance entre les camps disparaît. À la fin de l'année 2001, le pays est déjà divisé en 2 blocs irréconciliables. La révolution bolivarienne est désormais institutionnalisée. Mais le conflit politique, lui, ne fait que commencer. Au début de l'année 2002, le Venezuela est un pays profondément divisé. Les réformes institutionnelles sont achevées, la nouvelle constitution est en vigueur, mais la confrontation politique est désormais ouverte. Les lois adoptées par décret à la fin de 2001 ont provoqué une rupture nette avec le patronat, une partie des syndicats, les médias privés et les classes moyennes urbaines. La défiance est totale. Au cœur du conflit se trouve une institution stratégique, la Compagnie pétrolière nationale, PDVSA. PDVSA n'est pas seulement une entreprise, c'est la colonne vertébrale économique du pays. Elle finance l'État, les importations, la monnaie et la stabilité sociale. Pour le gouvernement Chavez, PDVSA doit être placée sous contrôle politique direct. Pour ses cadres dirigeants, elle doit rester autonome et technocratique. La confrontation devient explosive. Le 11 avril 2002, une immense manifestation de l'opposition traverse Caracas. Elle change d'itinéraire et se dirige vers le palais présidentiel de Miraflores. Des affrontements éclatent, des tirs retentissent, plusieurs personnes sont tuées et des dizaines blessées. Dans la confusion, une partie de l'armée retire son soutien au président. Hugo Chavez est arrêté par des militaires dissidents. Dans la nuit, il est annoncé qu'il a démissionné. Mais cette version est immédiatement contestée. Le 12 avril 2002, un gouvernement provisoire est proclamé. Le chef du patronat, Pedro Carmona, s'autoproclame président. En quelques heures, il dissout l'Assemblée nationale, suspend la Constitution et met fin aux institutions issues du vote populaire. Cette décision provoque une onde de choc. Dans les quartiers populaires, des manifestations massives éclatent en faveur de Chavez. Des unités militaires restées loyales refusent de reconnaître le nouveau pouvoir. Moins de 48 heures plus tard, le coup d'État s'effondre. Le 13 avril 2002, Hugo Chavez est ramené au palais présidentiel. Son retour au pouvoir marque un tournant décisif. À partir de ce moment, le président ne cherche plus le compromis. Il parle de trahison, il parle de complot, et il entreprend de verrouiller définitivement l'appareil d'État. La confrontation se déplace alors vers le pétrole. Entre décembre 2002 et février 2003, une grève générale massive paralyse le pays. Elle est menée par l'opposition et une grande partie de la direction de PDVSA. La production pétrolière s'effondre, les exportations chutent brutalement, l'économie entre en récession profonde. Le gouvernement réagit avec fermeté. Des milliers de cadres et de techniciens de PDVSA sont licenciés. La compagnie est entièrement restructurée, elle passe sous contrôle politique direct. Cette victoire sur PDVSA donne au pouvoir un levier décisif. Mais le coût économique et social est immense. En 2003, l'État met en place des contrôles stricts des changes et des prix. Ces mesures visent à stopper la fuite de capitaux et à stabiliser l'économie. Elles deviennent rapidement permanentes. En 2004, le conflit change de forme. L'opposition tente une dernière voie institutionnelle, le référendum révocatoire prévu par la Constitution de 1999. En août 2004, le vote a lieu.
Hugo Chavez remporte le référendum et reste président. Le pouvoir sort renforcé. L'opposition est démoralisée et fragmentée. À la fin de 2004, une nouvelle réalité s'impose. Le Venezuela n'est plus un système pluraliste en tension. C'est un pays polarisé, centralisé, gouverné par un exécutif renforcé. La révolution bolivarienne est désormais irréversible dans ses structures. Et le Venezuela entre dans une nouvelle phase, celle de la concentration du pouvoir et de la dépendance totale au pétrole. À partir de 2004, le Venezuela entre dans une nouvelle phase. Le conflit politique immédiat est temporairement stabilisé, le pouvoir est consolidé, et surtout le contexte international change radicalement. Les prix du pétrole commencent à augmenter fortement. Pour un pays dont l'économie dépend presque entièrement des hydrocarbures, c'est une manne historique. Les revenus de l'État explosent, les réserves augmentent, les marges budgétaires semblent illimitées. Le gouvernement Chavez décide d'utiliser cette richesse pour transformer la société. C'est le lancement massif des missionnées sociales. Des programmes sont créés pour l'alphabétisation, la santé gratuite, l'accès à l'alimentation subventionnée, le logement et les retraites. Dans les quartiers populaires, les effets sont immédiats. L'accès aux soins progresse, la pauvreté recule, le pouvoir bénéficie d'un soutien populaire solide et durable. Le discours officiel parle de justice sociale, de redistribution et de souveraineté nationale. Sur la scène internationale, le Venezuela adopte une posture offensive. Le pays renforce ses alliances politiques en Amérique latine. Il se positionne comme leader d'un projet alternatif au modèle libéral. Le pétrole devient un outil diplomatique. À l'intérieur du pays, le pouvoir continue de se centraliser. L'État étend son contrôle sur des secteurs clés de l'économie. Des nationalisations ont lieu dans l'énergie, les télécommunications, l'électricité, l'acier et le ciment. PDVSA, désormais sous contrôle politique total, finance directement les programmes sociaux. Mais cette période de prospérité cache des fragilités profondes. La dépendance au pétrole s'accentue encore. La production hors hydrocarbures stagne ou recule. Le secteur privé se contracte. Les contrôles des prix et d'échange, instaurés après la crise de 2003, restent en place. Ils permettent de contenir temporairement l'inflation et de subventionner la consommation. Mais ils créent aussi des distorsions. Les pénuries apparaissent de manière intermittente, le marché noir se développe, la corruption s'installe dans les circuits d'importation et de distribution. L'économie fonctionne de plus en plus grâce à la dépense publique. Tant que les prix du pétrole restent élevés, le modèle tient. Entre 2006 et 2012, Hugo Chavez est réélu et consolide son pouvoir électoralement. Chaque victoire renforce l'idée que le projet est validé par le peuple. Mais en parallèle, les institutions perdent en autonomie. Les contre-pouvoirs s'affaiblissent. La personnalisation du pouvoir s'intensifie. À la fin de la décennie, un autre facteur commence à peser. La santé du président se dégrade. À partir de 2011, Hugo Chavez apparaît affaibli. Les questions sur la succession émergent. L'avenir du système devient incertain. En 2012, Chavez est réélu une dernière fois. Mais derrière l'image de stabilité, les fondations économiques sont fragiles. Le Venezuela semble prospère, mais il est plus dépendant que jamais du pétrole. Plus centralisé, plus vulnérable au moindre choc externe. La phase suivante ne sera plus celle de l'abondance, mais celle de l'héritage et de la rupture. L'année 2013 marque une rupture historique pour le Venezuela. Depuis plus d'une décennie, la vie politique du pays est structurée autour d'un homme, Hugo Chavez. Mais au début de l'année 2013, le président est gravement malade. Il n'apparaît plus en public, le pouvoir fonctionne par communiqué et par intermédiaire. Le 5 mars 2013, la nouvelle tombe, Hugo Chavez est mort. Pour des millions de Vénézuéliens, c'est la fin d'une époque. Pour le système politique qu'il a construit, c'est un choc profond. Le pays entre immédiatement dans une phase d'incertitude. Conformément à la Constitution, le vice-président Nicolás Maduro est désigné président par intérim. Quelques semaines plus tôt, Chavez l'avait publiquement présenté comme son successeur. Mais Maduro n'est pas Chavez. Il ne dispose ni de la même autorité charismatique, ni de la même légitimité historique, ni du même lien émotionnel avec la population. En avril 2013, une élection présidentielle anticipée est organisée. La campagne est tendue. Le pays est divisé. Le chavisme s'appuie sur l'héritage du leader disparu. Le 14 avril 2013, Nicolás Maduro est déclaré vainqueur avec une avance extrêmement faible. Moins de 2 points le séparent de son adversaire, Enrique Capriles. L'opposition conteste le résultat. Des manifestations éclatent. La polarisation atteint un nouveau niveau. Maduro est investi président. Mais son pouvoir est fragile.
Sur le plan économique, les signaux d'alerte sont déjà visibles. Les prix du pétrole commencent à fluctuer, la production de PDVSA décline. Les contrôles de change et de prix asphyxient l'économie productive. L'État dépense plus qu'il ne produit, les réserves se réduisent. Sans la figure de Chavez pour arbitrer, le système montre ses failles. Les tensions internes au chavisme apparaissent. L'appareil sécuritaire prend plus de place. La gouvernance devient plus rigide. L'année 2013 n'est pas encore celle de l'effondrement, mais c'est celle du basculement. Le Venezuela entre dans une nouvelle ère. Une ère sans Chavez. Une ère où les fragilités accumulées pendant la période d'abondance commencent à peser lourdement. La suite sera marquée par la crise économique, la contestation et l'isolement international. À partir de 2014, le Venezuela entre dans sa plus grave crise contemporaine. Cette fois, il ne s'agit plus d'une tension politique isolée. Il s'agit d'un effondrement économique et institutionnel simultané. Le premier choc est externe. En 2014, les prix mondiaux du pétrole s'effondrent brutalement. Pour un État dont plus de 90% des recettes en devises proviennent du pétrole, l'impact est immédiat. Les revenus publics chutent, les importations s'effondrent, les pénuries s'aggravent. Le système économique, déjà fragilisé par des années de contrôle et de désinvestissement, ne résiste pas. L'inflation s'accélère rapidement, les salaires réels s'effondrent, les produits de base deviennent rares. L'État tente de maintenir les subventions, mais il manque de devises. La monnaie se dévalue. Le marché noir devient central dans la vie quotidienne. En 2014 et 2015, des vagues de manifestations éclatent dans tout le pays. La répression est sévère, des dizaines de personnes sont tuées, des milliers arrêtés. Sur le plan politique, la crise atteint un nouveau stade en décembre 2015. Pour la première fois depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir, l'opposition remporte une victoire majeure. Elle gagne la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un tournant institutionnel. Au lieu d'une cohabitation, un affrontement total s'installe. Le pouvoir exécutif et la Cour suprême invalident progressivement les décisions du Parlement. Les lois votées sont bloquées, l'Assemblée est déclarée en situation d'illégalité permanente, le pays entre dans une situation de double légitimité. En 2016, l'opposition tente d'activer un référendum révocatoire contre Nicolás Maduro. Le processus est suspendu par les autorités électorales et judiciaires. Cette décision ferme la dernière voie institutionnelle de sortie de crise. En 2017, la confrontation explose. De nouvelles manifestations massives secouent le pays pendant plusieurs mois. La violence s'intensifie. Le bilan humain est lourd. Face à la pression, le gouvernement annonce la création d'une Assemblée nationale constituante. Cette assemblée est élue sans la participation de l'opposition. Elle s'arroge des pouvoirs supérieurs à ceux du Parlement élu en 2015. Dans les faits, elle remplace l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, l'ordre institutionnel issu de la Constitution de 1999 est profondément altéré. Sur la scène internationale, les critiques se multiplient. Les sanctions commencent à s'élargir. L'isolement du Venezuela s'accentue. Entre 2014 et 2017, le pays bascule. L'économie s'effondre, les institutions se paralysent, la société se fracture. Le Venezuela n'est plus en crise conjoncturelle, il est entré dans une crise structurelle profonde. La phase suivante ne sera plus celle de la contestation interne, mais celle de l'exode massif et de la confrontation internationale. En 2018, le Venezuela n'est plus seulement un pays en crise, c'est un État dont la légitimité est ouvertement contestée. En mai 2018, une élection présidentielle est organisée de manière anticipée. Une partie importante de l'opposition boycotte le scrutin. Les principales figures adverses sont empêchées, exclues ou emprisonnées. Nicolás Maduro est déclaré réélu. Mais le résultat est immédiatement rejeté par une large partie de la communauté internationale. Plusieurs pays estiment que l'élection n'a pas été libre, ni équitable. Le 10 janvier 2019, Maduro entame officiellement un nouveau mandat présidentiel. Ce jour marque un point de rupture. L'Assemblée nationale, contrôlée par l'opposition, déclare que la présidence est vacante. Elle affirme que le pouvoir exécutif est illégitime. Quelques jours plus tard, un événement sans précédent se produit. Le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, se proclame président par intérim du Venezuela. Il invoque la Constitution de 1999 et appelle à une transition politique. Rapidement, une partie du monde reconnaît Guaidó comme président légitime. Les États-Unis, plusieurs pays d'Amérique latine et des États européens prennent position. Le Venezuela se retrouve avec deux présidents revendiqués, deux légitimités opposées.
et un État paralysé. À l'intérieur du pays, la situation est explosive. Des manifestations éclatent. L'armée réaffirme sa loyauté à Nicolás Maduro. Les tentatives de soulèvement échouent. En parallèle, la pression internationale s'intensifie. Les sanctions économiques se durcissent fortement. Elles ciblent le secteur pétrolier, les institutions financières et les dirigeants du régime. L'accès aux marchés internationaux est coupé, les revenus pétroliers chutent encore davantage. L'économie, déjà exsangue, s'enfonce. Le gouvernement dénonce un siège économique. L'opposition accuse le pouvoir d'utiliser les sanctions comme prétexte. Pendant ce temps, la crise humanitaire s'aggrave. Les pénuries de nourriture et de médicaments se multiplient, les services publics s'effondrent, des millions de Vénézuéliens quittent le pays. Entre 2019 et 2020, les tentatives de médiation échouent. Les négociations sont sporadiques et sans résultat durable. Peu à peu, le rapport de force se fige. Juan Guaidó conserve une reconnaissance internationale, mais perd de l'influence interne. Nicolás Maduro conserve le contrôle effectif du territoire, de l'armée et des institutions. En 2020, les élections législatives sont organisées sans la participation majeure de l'opposition. Le pouvoir reprend le contrôle total du Parlement. À la fin de l'année 2020, une nouvelle réalité s'impose. La stratégie du double pouvoir a échoué. Les sanctions sont installées durablement et le Venezuela est désormais isolé, appauvri et profondément fragmenté. La phase suivante ne sera plus celle de la confrontation frontale, mais celle de l'adaptation, de la survie et de l'exode massif. À partir de 2021, le Venezuela entre dans une nouvelle phase. Ce n'est plus le temps de l'effondrement brutal, c'est celui de l'adaptation contrainte. Après des années de crise aiguë, le pouvoir ajuste sa stratégie économique, non par choix idéologique, mais par nécessité. Les contrôles sont partiellement relâchés. Le dollar circule librement dans une grande partie de l'économie. Une dollarisation de fait s'installe dans les villes. Les commerces rouvrent. Certains produits réapparaissent sur les étagères. Une activité économique limitée reprend. Mais cette stabilisation est profondément inégale. Une minorité, connectée aux devises et aux réseaux d'importation, parvient à s'adapter. La majorité de la population reste enfermée dans la précarité. Les salaires publics demeurent extrêmement bas, les services de santé, d'éducation et d'électricité sont dégradés. La survie repose souvent sur l'économie informelle et les envois d'argent de l'étranger. Pendant ce temps, l'exode se poursuit. Des millions de Vénézuéliens ont déjà quitté le pays. Entre 2021 et 2023, le Venezuela devient l'une des plus grandes crises migratoires au monde, en dehors d'un conflit armé. Les pays voisins absorbent l'essentiel de ce flux. Les tensions sociales et politiques régionales augmentent. À l'intérieur du pays, la contestation politique s'essouffle. L'opposition est fragmentée. Les leaders sont affaiblis, en exil ou marginalisés. Le pouvoir consolide un contrôle pragmatique, moins idéologique, plus sécuritaire. Sur le plan international, le contexte évolue. Certaines sanctions sont partiellement allégées ou contournées. Des canaux de négociation discrets s'ouvrent. Le pétrole redevient un enjeu stratégique dans un monde marqué par les crises énergétiques. Mais un dossier ravive les tensions régionales. En 2023, le gouvernement vénézuélien relance activement sa revendication territoriale sur l'Essequibo, une vaste région administrée par le Guyana. Un référendum est organisé au Venezuela, le discours nationaliste s'intensifie. La question est portée devant les instances internationales. Cette crise ravive les inquiétudes en Amérique du Sud. Elle rappelle que, malgré l'affaiblissement économique, le Venezuela reste un acteur géopolitique imprévisible. À la fin de l'année 2023, le pays apparaît figé dans un équilibre instable. Il n'est plus en chute libre, mais il n'est pas reconstruit. L'économie survit, le pouvoir tient, la société s'adapte. La dernière phase à venir sera celle du test final. Élections, légitimité et avenir politique incertain. À l'approche de l'année 2024, le Venezuela entre dans une phase décisive. Après plus de 10 ans de crise, la question du pouvoir ne peut plus être repoussée. L'économie survit, la société s'adapte, mais la légitimité politique reste profondément contestée. En juillet 2024, une élection présidentielle est organisée. Le contexte est lourd. Des candidats d'opposition sont disqualifiés ou empêchés. Les médias indépendants sont affaiblis. Le climat de peur et de contrôle pèse sur la campagne. Le jour du vote, la participation est disputée. Les résultats officiels donnent Nicolás Maduro vainqueur. Mais très rapidement, les accusations de fraude se multiplient. Des observateurs internationaux dénoncent un processus non libre et non équitable. Les institutions électorales refusent toute remise en cause.
Dans les semaines qui suivent, la contestation éclate. Des manifestations surgissent dans plusieurs villes. La réponse de l'État est immédiate et ferme. Les forces de sécurité interviennent massivement. Des arrestations ont lieu. Des opposants, des journalistes et des militants sont emprisonnés ou contraints à l'exil. La répression marque une nouvelle étape. Ce n'est plus seulement le contrôle politique, c'est la neutralisation systématique de toute alternative. En janvier 2025, Nicolás Maduro est investi pour un nouveau mandat présidentiel. La cérémonie se déroule dans un contexte d'isolement diplomatique accru. Certains pays reconnaissent le pouvoir en place, d'autres refusent toute légitimité au scrutin. Le Venezuela reste divisé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur le plan économique, le pays continue de fonctionner dans un régime hybride. Dollarisation informelle, accords énergétiques ciblés, survie par ajustements successifs. Mais la société est épuisée. L'exode se poursuit, la démographie change, une génération entière a grandi dans la crise. Puis, début 2026, un événement inattendu bouleverse la situation. Une opération internationale aboutit à l'arrestation de Nicolás Maduro. Les circonstances sont exceptionnelles, les implications juridiques et politiques sont immédiates. Le pouvoir vacille, les institutions sont prises de court, l'avenir devient totalement incertain. À ce stade, aucune issue claire ne se dessine. Le Venezuela arrive au terme de 30 années de transformation, de rupture et de conflits. D'un pays pétrolier stable à une nation fracturée, d'un système démocratique imparfait à un pouvoir hyper centralisé. La question n'est plus seulement celle d'un dirigeant, c'est celle de la reconstruction d'un État, d'une économie et d'un pacte social. L'histoire du Venezuela ne se termine pas ici. Elle entre dans une nouvelle page, encore blanche, encore fragile. Comprendre l'histoire, ce n'est pas chercher des réponses simples. C'est accepter la complexité, les choix et leurs conséquences. Si ce documentaire t'a permis de mieux comprendre, de remettre en question certaines idées ou simplement de réfléchir, n'hésite pas à partager ton point de vue en commentaire. Les échanges construits font partie du processus. Et si tu veux continuer à explorer ce genre de sujet, abonne-toi à la chaîne.